commencer tranquillement. Donc, bonjour à tout le monde. Bienvenue à Table de travail. Mon nom est Véronique Chagnon. Je suis rédactrice en chef adjointe de Nouveaux projets. On est vraiment très content d'être avec vous aujourd'hui pour la deuxième discussion de notre série de réflexion sur notre temps productif, c'est-à-dire le travail en cette période de crise. Aujourd'hui, ceux qui étaient là hier, vous allez retrouver Diane Bérard qui était à l'animation, mais on a une nouvelle invitée aujourd'hui, Rose-Marie Charret, psychologue conférencière, et elle est ici pour parler avec vous de l'impact sur notre rapport intime au travail. Donc, Rose-Marie, bonjour. Diane, bonjour. Bonjour. Oups, mon micro. Oui, oui. On t'entend, Diane. Donc, avant de commencer, j'ai bien hâte de les entendre, j'imagine, tout comme vous. On va juste se donner quelques règles pour faciliter les échanges et la discussion. Donc, vous avez probablement remarqué que vos micros sont fermés actuellement. Si vos micros ne sont pas fermés, il s'agit d'une erreur et merci de désactiver votre micro parce que vous allez voir rapidement que la caméra suit le son. Et donc, dès que vous échappez quelque chose ou que vous faites un petit bruit, la caméra va aller vous chercher et on va perdre Diane et Rose-Marie. Donc, merci de désactiver vos micros. Il va par contre y avoir un moment pour les micros ouverts et ça va être après En fait, Diane va commencer la discussion avec Rose-Marie, une trentaine de minutes. On a plusieurs questions à lui poser. Puis après, on va ouvrir la période de questions. Pour la période de questions, on va fonctionner un peu comme hier pour ceux et celles qui étaient là. Et sinon, je vous explique. Donc, je vais vous demander tout de suite d'ouvrir la fonction « Converser » que vous allez trouver juste en bas de votre écran, le petit icône « Converser » et ça ouvre une fenêtre de discussion où vous pouvez en fait taper vos questions. Quand on va ouvrir la période de questions, moi, je vais voir que vous avez une question et je vais vous nommer et je vais ouvrir votre micro pour que vous puissiez interagir avec Diane et Rose-Marie directement. Voilà, je pense que ça fait le tour. Si on est prêt, juste peut-être un petit dernier mot avant de commencer. La bande passante est extrêmement sollicitée en cette période de télétravail généralisé, donc un peu d'indulgence si jamais ça coupe ou c'est saccadé. Normalement, avec un petit peu de patience, ça reprend dans les quelques secondes qui suivent. Sans plus tarder, je vous souhaite une bonne discussion et je passe la parole à Diane Bérard, journaliste. Alors, bonjour Véro, bonjour Rose-Marie. Je sais que vous Bonjour. avez des très grosses journées. Je sais que vous travaillez à aider beaucoup de gens, que vous faites beaucoup de visioconférences. Donc, on apprécie que vous soyez là. Et je remercie aussi tous les participants qui vont passer la prochaine heure en notre compagnie. Donc, hier, je sais que vous étiez là, Rose-Marie, on a beaucoup parlé de notre rapport aux autres. On aura parlé de notre rapport à la société, à la communauté en ces temps de crise et ce qu'il en restera après. Aujourd'hui, on va parler du rapport à nous-mêmes. On va descendre dans l'intime et on va parler de notre rapport à nous-mêmes. Comment cette crise peut nous inciter à questionner notre contribution à la société, ce qu'on appelle notre contribution productive, parce qu'on a on a beaucoup économisé nos vies, dans le sens qu'on les a ramenées au sens économique, mais on va voir si c'est nécessairement ça qui va rester après. Rose-Marie, j'aimerais ça que vous commenciez par nous parler un petit peu, nous décortiquer la place que le travail, la place psychologique que le travail occupe dans nos vies. Ben, le travail occupe une très grande place dans nos vies et depuis très longtemps. Vous savez, un jour, j'étais en train de donner une conférence et il y avait, à la première rangée, il y avait une femme enceinte. Et j'ai posé la question, quel âge avaient vos enfants la première fois que vous vous êtes posé la question, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire dans la vie comme travail. Et la femme enceinte me dit, je me la suis déjà posée. Donc, l'enfant n'est pas encore né, puis on se pose déjà la question, qu'est-ce qu'il va faire quand il va être grand? Donc, au niveau de l'identité, le travail prend une énorme importance. Vous rencontrez quelqu'un, c'est une des premières questions qu'on va vous poser, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pourquoi? Parce que le travail, non seulement en termes de nombre d'heures, occupe une grande place dans notre vie, mais ça détermine beaucoup quels sont nos intérêts. Quel est notre groupe d'appartenance, à quel niveau, non seulement niveau socio-économique, mais groupe culturel on appartient et
ça permet à la fois, et parfois à tort, hein, parfois le travail va trop identifier quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un, il est, disons, ingénieur et musicien. Ben, une fois qu'il vous aura dit qu'il est ingénieur, vous ne pensez plus au musicien derrière, vous pensez juste à l'ingénieur. Donc, une grande place dans l'identité, une grande place aussi dans notre sentiment d'efficacité. L'être humain, c'est un être de relations. On a besoin de relations. Et Dieu sait si on le sait maintenant qu'on a besoin de relations au moment où ça nous manque le plus. Mais c'est aussi un être de projet. On a besoin de projets. Hein? D'ailleurs, j'en réfère au nom de votre groupe, 5 y avoir pensé. On a besoin de projets. Et le travail, c'est une des façons de réaliser des projets. Et comme le sens même du travail est déterminé par rapport au projet collectif qu'on a, auquel on contribue par notre travail, bien, souvent, c'est le projet le plus important. Donc, le travail contribue à ça. Le travail contribue aussi à nous donner le sentiment d'être efficace. D'ailleurs, c'est un des facteurs de santé psychologique au travail, c'est quand on se sent efficace. Moi, j'ai traité bien des burn-out, ils avaient tous travaillé fort. Le problème, ce n'était pas juste d'avoir travaillé fort. Ils avaient travaillé fort et leur travail n'avait pas de sens, ou il n'y avait pas le sentiment d'être capable d'être efficace au travail. L'efficacité, ça nous fait du bien, à condition évidemment qu'elle ne soit pas trop exigeante. Donc oui, le travail prend une grande place dans notre vie. Mais justement, Rosemary, dans les autres crises qu'on a connues, on avait le droit de travailler. La dernière crise, celle de 2008, il y avait des gens qui avaient perdu leur emploi, mais on avait le droit d'en chercher un autre. Personne ne nous empêchait. Quand il y a eu la crise du verglas, on avait le droit de se voir. On avait le droit, dans la mesure où on était capable, d'encore travailler, gagner notre vie, s'accomplir. Là, plusieurs d'entre nous n'ont pas le droit de travailler. On est retourné dans nos chaumières et là, on est en train de réfléchir. Là, on est chez nous. Certains essaient de s'occuper avec des projets bénévoles. Certains font du travail à distance, mais on a plus de temps. Et là, le droit au travail nous est retiré pour des raisons de santé publique. Qu'est-ce que vous pensez qui va... Parce que c'est une crise qui, justement, différencie les autres, c'est ce non-droit au travail. Donc, qu'est-ce qui va rester après ça? Pensez-vous qu'il va rester quelque chose ou qu'on va juste retourner comme le petit hamster dans sa roue après parce qu'on va être trop content de retourner dans notre efficacité? Bien, j'espère que non. Parce qu'on a là une pause qui est imposée. Alors, normalement, on devrait s'en permettre des pauses. Hein. Nos vacances, souvent, sont des moments, si tout se passe bien, là, dans un moment de vacances, on a un moment pour réfléchir au sens de notre travail, à qu'est-ce qu'on veut en faire, quelle façon on veut le donner dans notre vie, quelle orientation. Là, ici, la pause, elle nous est imposée. Malheureusement, elle est accompagnée de beaucoup de stress parce que, premièrement, dans cette imposition-là, il y a des gens pour qui il y a des conséquences importantes au niveau économique. Il y a aussi des frustrations. Vous savez, vous aviez pris votre envol dans un projet et là, les ailes vous sont coupées. C'est peut-être l'occasion vraiment de sentir qu'est-ce qui est important pour nous. Qu'est-ce qui nous manque actuellement quand le travail nous manque? Bien sûr, il y a l'aspect économique. Or, on sait, par exemple, qu'au niveau économique, le travail, évidemment, si on ne nous paye plus, on va finir par arrêter de travailler parce qu'on va avoir besoin de faire autre chose pour gagner sa vie. Bon, la question n'est pas de plus nous payer. Mais on sait que la motivation au travail n'est pas maintenue que par l'aspect économique et que même augmenter le revenu, ça va augmenter notre motivation pour un temps, mais ça ne va pas maintenir. Ce qui maintient notre motivation au travail, c'est le fait qu'il a du sens pour nous. Alors, le sens, dans les deux sens, d'orientation, on sait où on s'en va avec ce travail-là, on sait où on s'en va pour réaliser le projet qui est celui de l'organisation à laquelle on participe. Mais on sait où on s'en va aussi comme individu. On sait qu'est-ce qu'on développe personnellement en accomplissant ce travail-là. Et notre réflexion devrait porter là-dessus aussi. Où je m'en vais, moi?
avec mon travail? Est-ce que je m'en vais répondre aux attentes des autres? Sûrement en partie, parce que ça fait partie de la définition du travail, là, de répondre aux attentes des autres. Mais est-ce que ces attentes-là sont cohérentes avec mes propres attentes, avec le rôle que je veux jouer? Et au moins en partie. Parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que l'organisation soit en totalité orientée vers nos propres projets, nos propres valeurs. Mais il faut qu'il y ait au moins une correspondance partielle et globale, de façon générale. On sait, par exemple, que les gens ont plus envie d'aller travailler si leur employeur ou si le projet auquel ils participent a des orientations qui respectent l'éthique, qui n'abusent pas ni du personnel, ni des clients, ni de la société, ni du gouvernement. Donc, on est en accord avec soi-même quand l'entreprise est en accord avec nos valeurs fondamentales, même si ça ne peut pas être total. Là, on est dans une situation particulière, on est seul chez nous, ou on est avec d'autres gens, mais ultimement, on est quand même seul avec nos pensées. Et là, on pourrait effectivement commencer à remettre en question ce qu'on fait à la lueur de ce que vous dites, en disant, mais peut-être que ce n'est pas tout à fait en adéquation avec mes valeurs. Peut-être que le projet sur lequel je travaille n'est pas si signifiant. Surtout dans une situation où on voit tellement de gens qui sont glorifiés en ce moment parce qu'ils font des choses signifiantes pour la société. Tous les jours, il y a des histoires de bons samaritains, de gens qui se dévouent pour l'effort de guerre. Mais on est tout seul. Et là, si la machine infernale s'enclenche et qu'on se met à réfléchir à ça, puis on se dit, je ne suis peut-être pas sur mon X, je ne suis peut-être pas à la bonne place. Qu'est-ce qu'on fait après ça pour pas que ce soit souffrant? Parce que là, une fois que le processus de réflexion est amorcé, les portes s'ouvrent, mais on est tout seul avec ça. Pouvez-vous nous aider, ceux qui ont commencé une réflexion comme ça? Bien, la première chose, c'est de saluer le fait qu'on est dans un processus de réflexion, mais de reconnaître que c'est un processus. Ce n'est pas une question-réponse. Ce n'est pas une question à laquelle qu'on se pose actuellement et pour laquelle on doit absolument avoir la réponse d'ici demain. Donc, de se mettre en mode ouverture, en mode curiosité, en mode échange. On a beaucoup critiqué l'Internet sur tous les stress que ça apportait dans notre vie et tout. Bon. Mais actuellement en particulier, mais toujours aussi, ça donne accès au monde. Et donc, d'être capable d'être curieux, de se dire, je suis ouvert, je vais aller consulter, je vais aller m'informer, je vais aller me sensibiliser, je vais aller communiquer pour avoir l'occasion de ressentir qu'est-ce qui me rejoint. Et ne rien forcer. Si on veut trouver la bonne réponse, il ne faut pas forcer le processus. Il faut se dire, je me mets en mode curiosité, en mode ouverture, puis je verrai. Peut-être que je devrais retourner dans un travail qui ne me dit pas grand-chose, mais je n'y retournerai pas avec la même attitude. J'y retourne avec l'attitude de dire, je retourne pour le moment, mais avec une ouverture sur autre chose éventuellement, lorsque ça me sera possible. Mais peut-être que j'aurai des choix à faire à plus court terme et que cette période de réflexion, d'incubation, va me permettre de faire des choix qui seront plus en accord avec ce que je suis comme personne. Parce que là, quand même, il ne faut pas perdre de vue le fait qu'actuellement, l'environnement extérieur est tellement bouleversé qu'on a comme un peu perdu nos repères. Donc, ça peut même contribuer à notre anxiété. Mais l'environnement intérieur, qui est affecté par ça, lui, c'est important de l'écouter aussi, puis c'est important de voir que nous, comme personnes, se connaître, là, ça, là, c'est pas acheter un livre qui nous dit qui on est, puis il y a 4 catégories, puis on cherche dans quelle catégorie on est, là, c'est pas ça. Se connaître, c'est vivre, puis être observateur de nos réactions quand on vit. Et actuellement, on vit une expérience extraordinaire, pas nécessairement positive, mais extraordinaire. Et cette expérience-là nous révèle beaucoup
de ce qu'on est comme personne, parce que ça nous met en contact avec nos manques actuels, ça nous met en contact avec l'impression qu'on ne peut plus prendre appui sur telle chose ou sur telle personne, donc on s'en apercevait peut-être pas, mais on avait peut-être besoin de cette routine-là, on avait peut-être besoin de ce contexte-là, de cette personne-là, ou on réalise que telle chose ne nous manque pas. Vous savez, moi, j'ai réalisé que ça fait 3 semaines que je n'ai pas pris ma voiture. Vous me direz, je ne pourrais pas aller nulle part en ce moment, c'est peut-être pour ça. Moi qui pensais, moi j'adore conduire, moi qui pensais que conduire était quelque chose qui me détendait, je réalise aujourd'hui qu'il y a toutes sortes d'autres façons de me détendre, je n'ai pas besoin de dépenser de l'essence pour le faire. Donc, mais vous savez, j'en parlais tout à l'heure hors micro, que je continue à faire de la consultation à distance, que je n'avais jamais fait avant. J'avais jamais, moi je disais aux gens, non, moi je vois le monde dans mon bureau, j'ai besoin de ça, ça. Je réalise que c'est pas idéal, mais c'est faisable. Il y a plein de choses, là, ce qu'on fait ensemble en ce moment, j'ai l'occasion de vous parler, j'ai l'occasion de parler à plein de monde. J'aurais pas fait ça autrement, je fais pas ça habituellement, mais c'est faisable. Donc, on découvre notre capacité de nous adapter à différentes situations et on découvre finalement que ce qui nous apparaissait impossible peut peut-être être possible. Donc, on est en train d'élargir nos moyens plutôt que de rétrécir notre gamme de possibilités. J'aimerais ça que vous nous racontiez comment vous-même, vous avez, lors de la crise du verglas, eu une réflexion sur votre contribution à la société, puis où ça vous a mené après ça. Ah oui. Bien, écoutez, pendant la crise du verglas, moi, j'étais en pleine réflexion, à savoir, j'étais membre du conseil d'administration de l'Ordre des psychologues, mais j'étais en pleine réflexion à savoir si j'allais me présenter comme présidente ou non. Ah, je me disais, bon, tu sais, beaucoup d'hésitation. Puis pendant la crise du verglas, j'ai réalisé que si, oui, je pouvais avoir peur de la responsabilité, de la critique, tout ça, des conflits, mais que si je voulais faire quelque chose pour les gens, j'avais besoin de pouvoir. Avoir Lucien Bouchard puis M. Caillé à tous les soirs qui nous faisaient un rapport, c'était rassurant. Et je me disais, ces gens-là peuvent nous faire du bien parce qu'ils ont du pouvoir. Et je me suis dit, moi, je vais arrêter d'avoir peur de prendre le pouvoir. J'étais plus jeune, j'étais une femme, avec toutes les peurs qu'on peut avoir par rapport à ça. Et donc, je n'ai jamais regretté cette décision-là parce que je me suis dit, finalement, oui, ça m'a permis, de réaliser des projets que j'avais en tête et qu'il me fallait cette place-là pour pouvoir les réaliser. Et je pense que ça m'a permis aussi de rendre service d'une façon à laquelle je n'aurais pas eu accès autrement. Ça m'a donné des voies de communication que je n'aurais pas eu autrement. Et donc, par ricochet, de me réaliser. Donc, oui, les crises, ça nous apporte quelque chose. Actuellement, il y a peut-être des jeunes quelque part qui se sont toujours dit « Ah non, moi, je n'irai pas en politique » et qui regardent aller nos dirigeants et qui se disent « Bien, ce monde-là, ils peuvent rendre service au monde. Peut-être que j'oserais aller en politique. » Le « je » ne m'inclut pas actuellement. Mais des fois, hein, puis on voit c'est quoi un médecin de santé publique, on voit c'est quoi un statisticien, hein, à quoi c'est utile un statisticien? Oui, on le sait. Mais oui, hein, on sait à quoi c'est utile, ça nous permet. Donc, tout le monde fait un travail qui est utile. Actuellement, on met le focus sur ceux dont on a absolument besoin, les médecins, les infirmières, les gens du réseau de la santé, les gens à l'épicerie, tout ça, et j'espère qu'on va continuer de valoriser ce travail-là. Mais il y aura d'autres besoins, d'autres crises où on aura besoin, où là, on mettra le focus sur d'autres personnes. Oui. Oui, allez-y. J'allais dire, le cheminement que vous décrivez pour trouver justement son sens, sa place, ça ne se fait pas de façon linéaire, ça se fait par spirale. Ça veut dire quoi, ça? Comment ça se passe, ça, les spirales? Bien, ça se fait en spirale parce que je pense qu'on ne devient pas quelqu'un d'autre. Il y a
quelques personnes, il y en a des gens qui un jour ont décidé qu'ils changeaient de vie complètement. Ils vendent tout, ils s'achètent un bateau, ils s'en vont faire un tour du monde sur le bateau avec les enfants, puis ils font l'école sur le bateau. Je trouve ça magnifique. Mais ce n'est pas pour tout le monde de faire un changement aussi radical. De tout laisser tomber, puis de dire, bon, là, moi, dorénavant, je serai strictement dans la grande, grande simplicité. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas avoir besoin d'argent, je veux écrire. Il y en a des gens pour qui c'est ça. Mais la grande majorité d'entre nous, ce qu'on fait, c'est de changer d'endroit, mais en demeurant nous-mêmes. Donc, on demeure le centre de cette spirale-là. On tourne autour, mais on change d'endroit. C'est pour ça que ce n'est pas sur un continuum où on va de gauche à droite, mais bien qu'on tourne autour d'un axe. Cet axe-là étant vraiment le sens de notre vie, c'est-à-dire nos valeurs. Nos désirs les plus profonds. Ce qui fait de nous un être unique, parce qu'on en est tous un, et ce qui fait aussi qu'on se sent en accord avec soi-même. Et puisqu'on est dans les images, j'aimerais ça en aborder une autre, si vous permettez, qui m'est très chère, qui est l'image des poupées gigognes, les petites poupées russes. Là. La plus petite poupée dans la plus grande, dans la plus grande, dans la plus grande. Quand on se développe, on devient une plus grande poupée. Les gens nous reconnaissent pour quelque chose de plus élevé, de mieux coloré, puis tout ça. Et c'est important, ça. Le développement extérieur est important. Mais de toutes ces poupées-là, il y en a juste une qui est solide. C'est la plus petite. Elle est en bois ferme. Les autres, ils sont toutes vides. Celle-là, c'est celle qui est à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on pense de nous-mêmes. C'est l'harmonie qu'il y a à l'intérieur de nous. Ce qui fait notre solidité, c'est ça. C'est dire, ça n'a pas été aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont critiqué, mais moi, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que telle chose était une erreur, puis que oui, c'est vrai, puis je ne le referai plus, puis je vais faire autrement à la prochaine. Mais j'en pense que ma volonté de faire quelque chose, elle, je la reconnais comme étant authentique, comme étant saine, comme étant honnête, si c'est le cas. Donc, c'est de cette petite poupée intérieure-là qu'on doit prendre soin. C'est de cet axe-là qu'on doit respecter pour aller explorer, se développer, mais se développer, non pas développer une image, non pas développer juste des apparences ou juste ce qu'on appelle en psychologie la motivation extrinsèque, c'est-à-dire juste aller chercher quelque chose pour ce que ça va nous apporter de l'extérieur. Oui, ça compte la motivation extrinsèque, mais la motivation intrinsèque est essentielle. On doit avoir envie d'aller travailler parce que, comme personne, ça nous enrichit, autant que comme individu, ça nous apporte notre salaire pour pouvoir vivre en société. Donc, je vais essayer de parler à ma petite poupée plus souvent. En ce moment, avec la crise, on vit à plusieurs dans nos maisons. Plusieurs, en tout cas, sont dans cette situation-là. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il faut partager nos questionnements avec les gens avec qui on vit? Parce que là, on mange 3 repas ensemble, on se voit souvent. À un moment donné, si on est préoccupé, ça peut paraître, si on se questionne sur le sens de notre travail, tout ça. Est-ce qu'on en parle aux gens avec qui on vit le confinement? On peut en parler, mais je pense que si vous êtes en train de mûrir le projet de tout abandonner et que ça a un impact sur eux, si vos enfants sont aux études et que vous dites « moi, je pense que je vais quitter cet emploi-là complètement, puis on va vivre avec moins, puis tout ça », c'est peut-être pas le bon temps, là, compte tenu du fait qu'il y a de l'anxiété ambiante. Il ne faudrait pas en rajouter à l'anxiété ambiante. Ceci dit, un bon souper à plusieurs, où on est confiné, ça peut aussi être l'occasion de partager nos questionnements, sans rajouter de la pression sur une recherche de changement immédiat ou à court terme. Et moi, j'irais par des questions. Je demanderais aux autres,
vous autres, est-ce que des fois vous remettez en question, je ne sais pas, votre choix d'études, votre choix de carrière? Qu'est-ce que ça vous fait vivre, ce genre de situation? Et pour que la conversation avec les seules personnes qu'on voit dans la journée, que cette conversation-là soit significative, mais sans ajouter à l'anxiété. Ceci dit, quand on est dans un cheminement comme ça peut être c'est important de pouvoir communiquer avec certaines personnes. Donc, se trouver un bon ami sur qui, quel que soit notre choix, ça n'aura pas d'impact sur sa vie, mais soit un ami, ça peut être un professionnel aussi, mais quelqu'un avec qui on va pouvoir partager notre questionnement, partager nos pistes de réponse, quelqu'un qui nous connaît ou en tout cas qui va nous connaître de plus en plus au fur et à mesure qu'on va partager ça, parce que être seul dans cette démarche-là, on peut parfois en avoir des idées sombres. On peut parfois se mettre à voir davantage l'impossible que le possible. Donc, on peut avoir besoin de quelqu'un qui va rebondir sur ce qu'on propose. Est-ce que vous pensez que cette crise-là et toutes les conséquences peut ou va nous rendre meilleurs? Meilleurs pour les autres, meilleurs pour la société, meilleurs citoyens, meilleurs employés, meilleurs collègues? Je l'espère. On sait toutefois qu'on a tendance à revenir après des changements importants. On a tendance à en garder quelque chose à court terme, après coup. Un peu, vous savez, je vais donner l'exemple là, qui est boiteux. Je reviendrai sur la crise actuelle. Un peu comme pendant nos vacances. Combien de fois pendant nos vacances on se dit, bon là, cette année, je vais me respecter, je vais respecter mon équilibre, je vais faire du sport, bon, on prend toutes sortes de bonnes résolutions. On prend ça 2 fois par année, au moment de nos vacances d'été, puis au moment du 1er janvier, là, à l'occasion du jour de l'an. Alors, les résolutions, en général, ça ne marche pas. Ce qui marche, par exemple, c'est de faire une analyse de moi, mais pourquoi je ne me suis pas respectée l'année passée? Pourquoi j'en ai pas fait de sport? Est-ce qu'il se peut que je sois en train de m'imposer une sorte de sport qui ne me convient pas du tout, que j'haïs ça, le gym, puis que même si je me disais je vais aller au gym 3 fois par semaine, je n'irai pas parce que j'haïs ça. Mais je suis pas mal mieux de décider maintenant que moi, je vais me trouver un sport qui me convient. Donc, on ne deviendra pas quelqu'un d'autre. Maintenant, on a été sensibilisés plus que jamais au fait que nous sommes tous égaux face à la maladie. Que la probabilité que j'attrape le virus si je me mets en danger est aussi grande que la vôtre. La seule chose qui nous différencie, c'est que certains parmi nous sont plus vulnérables et vont développer la maladie de façon plus grave et risquent d'en mourir. Mais tous, on a été ramenés dans cette crise-là à ce qu'il y a d'essentiel en nous, c'est-à-dire notre vie, nos cellules vivantes, lesquelles cellules sont vulnérables quand on les expose. Donc, je pense que philosophiquement, je pense qu'il y a quelque chose qui va s'intégrer de ça. On va continuer peut-être à apprécier ce qu'est le fait d'être en vie, ce qu'est le fait d'être en santé, ce qu'on doit faire pour se protéger, mais aussi pour protéger les autres. Et j'espère que ce mouvement de solidarité, puis heureusement, on le voit partout, il y a plusieurs exemples de mouvements de solidarité. On n'a jamais fait autant de bénévolat d'une façon ou d'une autre, hein. Parfois dans notre domaine, en faisant ce qu'on fait d'habitude, mais en le faisant gratuitement, parce que là, c'est la crise, ou en aidant des gens. Moi, j'aime bien l'idée qu'on puisse aider les gens qui aident actuellement. Hein, on ne peut pas tous aller à l'urgence d'hôpital, mais on peut peut-être tous rendre service à quelqu'un dans notre entourage qui, elle ou lui, a besoin d'aller travailler. Donc, ce mouvement de solidarité-là, d'humanité, espérons que ça va nous avoir mis en contact avec une partie de nous-mêmes qui vibre à ça, qui est plus heureuse, parce qu'on est plus heureux quand on est solidaire, et qui va avoir envie de continuer de l'être, parce que aussi, ça, c'est un facteur de résilience important. On sait que, par exemple, si je reviens à l'argent, dans les raisons pour lesquelles on aime avoir de l'argent,
Si une de ces raisons-là, c'est parce qu'on aime faire du bien aux autres. C'est par exemple pour notre famille, qu'on veut s'assurer que nos enfants puissent faire des études, ou qu'on veut pouvoir faire des cadeaux à nos proches, ou on veut que notre famille soit confortable. Ou bon, quand on a besoin d'argent juste pour soi-même, le sens est perdu. Mais si on a besoin pour rendre service, ça nous rend plus heureux. Donc, le même dollar va nous rendre plus heureux si on sait qu'on va pouvoir le partager avec d'autres. Donc, espérons que ça va continuer comme ça, que la solidarité, on va se rendre compte que ce n'est pas juste parce que ça fait du bien aux autres, mais que ça nous fait du bien personnellement et qu'on va demeurer individuellement et collectivement plus engagés dans notre société. Rosemary, ça me fait beaucoup de bien vous parler, mais là, je pense que c'est le temps que je laisse les autres avoir du bien aussi. Donc, Véronique, on va commencer à prendre les questions. Oui, ce qu'on va faire, donc je rappelle juste la marche à suivre pour ceux et celles qui auraient des questions. On ouvre la fenêtre qui s'appelle Converser. Ça vous ouvre une boîte de dialogue. Faites juste me dire, soit vous posez votre question directement, puis je vais aller activer votre micro pour que vous puissiez parler à Diane et Rosemary directement. Ou sinon, vous dites, j'ai une question, puis je vais vous retrouver, puis je vais activer votre micro, je vais vous nommer pour que vous compreniez que c'est à votre tour. En attendant que les gens se dégainent un petit peu dans la boîte de conversation, Rosemary, j'aurais une question pour vous. Je me demandais à quel point, en fait, on peut se fier aux doutes qui émergent en ce moment, vu que tout est, on l'a beaucoup répété, le contexte est chamboulé, notre contexte de travail aussi, parfois en télétravail, est chamboulé, à quel point on peut se fier à ce qu'on pense être une fracture, si on veut, dans notre motivation ou dans... Est-ce qu'on est mieux d'attendre, finalement? C'est ça ma question. Bien, ce qu'on ressent actuellement, c'est une des informations dont il faut tenir compte. Mais se sentir en processus, c'est dire, voilà, ça, là, j'oublierai pas. Il ne faudra pas que j'oublie que je me suis sentie comme ça, que j'ai senti ça, que j'ai eu cette motivation-là, que j'ai eu ce désir-là, que j'ai eu cette image-là de ce que je pourrais faire, de ce que je pourrais devenir. Mais ça demeure à être testé, le test de la réalité, parce que là, on est dans une partie de notre réalité, on n'est pas dans l'ensemble de la réalité. Mais oui, ce qu'on ressent actuellement, écoutez, moi, je peux vous dire, j'ai dit à une collègue la semaine passée, écoute, moi, je suis devenue psychologue pour voir du monde, là, pas pour voir des écrans. Mais regardez ce que je suis en train de faire avec vous, puis je le fais avec satisfaction, finalement. Donc, j'ajoute quelque chose, on ajoute quelque chose, et on sait, par exemple, ça nous ramène à ce qui est essentiel pour soi. Et donc ça, moi, je recommande aussi beaucoup, je réponds en partie peut-être là, oui, peut-être qu'il ne faut pas tout changer tout de suite, mais je vous suggérerais d'écrire. Écrire ce qui se passe actuellement, écrire ce à quoi. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on va oublier ça trop rapidement. Ce avec quoi ça nous a, ce qui nous a fait vibrer dans cette crise-là, ce qui nous a rejoints. Donc, puis c'est le fun de relire ça un mois après, de dire « Ah oui, c'est vrai ça ». Absolument. Donc, dans la boîte conversation, on a Monique qui dit pas de questions, mais vraiment, je dis comme Diane, ça fait vraiment du bien. D'ailleurs, Monique écrit beaucoup. Monique a un blog et Monique écrit beaucoup. Elle écrit très bien, elle partage très bien ce qu'elle sent et elle arrive très bien à l'exprimer. Donc, c'est un bon moment, Monique, pour continuer à écrire. Merci, Monique. Mais je vais continuer. Moi, j'ai une autre question pour vous. J'en ai plusieurs, mais c'est sûr qu'on est dans des contextes très différents. C'est-à-dire que dans la maison ici, on est deux personnes qui continuent à travailler full pin, très fort, voire plus fort que dans les derniers mois. Puis à côté, parce que dans la même maison, il peut y avoir deux réalités. J'ai une amie, par exemple, qui doit continuer à travailler, puis le conjoint est sur pause. Puis donc, comment parce que ça peut créer des tensions, comment on gère ça? Bien, c'est un défi énorme, le télétravail. Être seul dans la maison et travailler, d'abord, c'est sûr que le risque, c'est de trop travailler à ce moment-là, mais puis de vivre de l'isolement.
mais être en couple, quand les deux travaillent, ça veut dire les deux ont le stress du travail aussi, en plus du stress de la pandémie, et la vie quotidienne doit continuer, on doit manger, on doit faire du ménage, on doit, bon, et le fait de ne pas avoir de soupape interpersonnelle comme on en a habituellement, de ne pas avoir, ça peut créer des tensions. Moi, je pense que tout le monde a besoin d'un moment à soi dans sa journée. Que ce soit pour travailler, oui, mais pas juste pour travailler. Ça ne devrait pas être notre seule excuse pour ne pas être avec l'autre, dire « Ah, j'ai du travail, il faut que j'aille travailler ». Donc, prendre soin de soi comme individu, même si on est avec d'autres dans la maison. Mais il y a pire, vous savez, ceux qui font du télétravail et qui ont des jeunes enfants à la maison, moi, je vous dis, c'est la quadrature du cercle. C'est quelque chose, comment on explique, ça dépend de l'âge des enfants, bien sûr, mais comment on explique à un enfant de 4 ans que toute la journée, on préfère notre ordinateur à lui? C'est pas ça, sa réalité d'habitude. Il est à la garderie, il a ses amis, il est content d'y aller. Donc, les parents, heureusement, beaucoup sont 2 parents à la maison, donc peuvent se faire un horaire de travail. Mais pour les gens qui sont seuls avec des jeunes enfants, moi, j'ai entendu beaucoup de cas où ils travaillent finalement le soir puis une partie de la nuit quand les enfants sont couchés. Donc, il faut faire attention à soi. Puis moi, j'en appelle aussi aux employeurs d'être très compréhensifs. C'est pas la même réalité, quelqu'un qui est seul sans enfant, qui fait du télétravail, puis quelqu'un qui doit composer avec le fait d'avoir des responsabilités familiales aussi. Je pense aussi aux gens, vous savez, notre esprit, les gens qui sont en télétravail actuellement et qui ont un parent qui est dans le CHSLD, avant, il s'en occupait 2 soirs par semaine. Là, il s'en préoccupe tout le temps. Ça prend de l'espace, ça prend de l'énergie aussi. On a une réflexion, oui, on a une question à contresens qui est super intéressante. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de la quête de sens, mais on a ici quelqu'un qui nous dit, ben moi, c'est le contraire. Moi, je suis sur mon X, j'aime mon travail, puis là, je ne peux pas travailler, ça tourne au ralenti, fait que je me sens un peu poche. Oui, j'ai activé son micro, c'est ça. OK, fait que est-ce qu'elle veut nous parler? OK. Est-ce qu'elle veut nous en dire? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, allô tout le monde. Donc, merci Rosemary et Diane. Donc, moi, ma question, en fait, c'est, je trouve que, moi, en tout cas, je pense qu'on est beaucoup aussi comme ça, là, mais à se valoriser par notre travail, à se valoriser par notre capacité à être productive. Puis là, maintenant que tout est au ralenti, je tourne un petit peu en rond, je continue à faire des petits trucs, mais ça me fait quand même sentir, c'est ça, je disais poche, là, mais c'est vraiment le bon mot. Puis je me demande un peu comment on se libère de ça. Puis moi, c'est pas un problème de mon travail fait aucun sens pour moi parce que je suis vraiment passionnée par ça, mais en même temps, j'ai pas envie que la valeur que je m'accorde passe principalement par ça, par cette activité-là qui prend beaucoup, beaucoup de place dans ma vie. Voilà. Bien, c'est peut-être une belle occasion que vous avez en ce moment. Ça vous a permis de prendre conscience de ça, à quel point votre valorisation personnelle passait par le travail. Et je vous dirais que ce qu'il faut, il faut peut-être aller aux strates sous-jacentes. Si votre travail vous valorise, c'est que votre travail vous permet d'explorer des zones de votre personnalité, des talents que vous avez, une capacité relationnelle que vous avez, et plutôt que de regarder le fait de travailler vous apporte cette valorisation-là, regardez une couche en dessous, quoi en vous? Quelle partie de vous est valorisée par le travail? Qu'est-ce que le travail vous permet de faire et d'exploiter, là, je mets ça en guillemets, et de vous donner une occasion de le vivre autrement. Vous, en général, je ne sais pas, moi, si vous faites un travail artistique, peut-être que... Et trouver une façon de quand même continuer à vibrer de la façon dont vous vibrez quand vous travaillez, d'avoir une qualité de relationnel qui est sûrement changée parce qu'actuellement, nos relations interpersonnelles sont transformées. Et ça, c'est vous. Vous n'êtes pas devenu la personne que vous êtes professionnellement
dans les nuages comme ça, c'est vous qui avez créé ça. Donc, c'est une belle occasion de dire, OK, ben, ces habiletés-là, ces passions-là, comment je vais les vivre autrement? Puis, ça n'exclut pas le travail. Évidemment, vous allez revenir à ce travail-là avec le plaisir que ça vous apportait, la valorisation que ça vous apportait, mais ça devrait étendre la valorisation dans votre vie, la capacité de vous exprimer, de vous réaliser. Ça va? Elle dit merci. Elle dit merci. Un petit sourire dans les commentaires. Alors, bon, Frédéric Corson dit merci pour la question et la réponse, très éclairant. Vous n'avez pas de questions, pas plus de questions que ça? J'en ai plein de questions, moi. Est-ce que Rosemary, vous parliez tout à l'heure, vous, de l'effet du verglas sur vos choix? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté à la suite de la crise du verglas chez des patients ou une espèce de est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté chez plusieurs personnes? Bien, la fragilité, hein? On vit dans un monde où tout a l'air tellement simple qu'on perd de vue que la vie est fragile, que même les systèmes sur lesquels on compte, tu sais, l'électricité, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas posé la question, en tout cas dans une ville, là, il y a certains lieux où il manque d'électricité souvent, mais à Montréal, là, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas posé la question à quoi sert l'électricité, à quoi sert mon autonomie, bon. Et donc, ça avait frappé des gens, à quel point on est vulnérable. Et actuellement aussi, c'est une des choses, je pense, dont les gens vont parler par la suite, d'avoir été mis en contact avec leur propre vulnérabilité et avec celle des autres aussi, celle de nos proches. Et donc, compte tenu de cette vulnérabilité-là, quel sens on donne à notre vie? Un thème dont on ne parle pas de ce temps-ci, qui pourtant est partout dans les airs, c'est le thème de la mort. C'est quoi notre rapport à la mort? C'est quoi notre rapport à une vie qui a un début et une fin? Et moi, je me suis dit, dans cette crise-ci, là, je ne vais pas... Mais je me suis dit, moi, je pense que je vais commencer à écrire sur la mort parce que je ne peux pas croire à quel point la vie est menacée actuellement et c'est un mot qu'on prononce une fois par jour. Le premier ministre dit le nombre de décès, puis le reste du temps, on n'en parle pas. Et pas parce que je veux vivre avec l'idée de la mort, mais parce que le fait ça donne du sens à notre vie de réfléchir à la mort. Et on peut, par exemple, se poser la question, qu'est-ce qui va faire que moi, je vais avoir une satisfaction de ma vie globale? Et ça, quel que soit notre âge. Ce n'est pas la question qu'on devrait se poser une fois qu'on est rendu à la retraite. C'est une question qu'on doit se poser tout au long de notre vie. Donc, la fragilité, le sens de la vie, mais évidemment, il y a des gens qui vont avoir été blessés plus que d'autres. Dans la crise du verglas, par exemple, il y a eu des relations familiales qui ont été brisées, des relations de couple qui ont été brisées. Il y a eu des drames. Parce que si vous forcez à vivre ensemble, puis c'est le cas peut-être actuellement, on est plus forcé à vivre isolément, mais à l'intérieur d'une même famille, on peut être forcé à vivre ensemble, ou d'un même couple, on peut être forcé à vivre ensemble plus que d'habitude. Et peut-être que la petite manie de l'autre qui nous tape un peu sur les nerfs, mais on s'en va travailler et on ne pense plus à ça, cette petite manie-là peut devenir un irritant. Peut-être que les conflits qu'on mettait sous le tapis depuis un certain temps, là, parce qu'il y a une espèce de cloisonnement, peut-être vont éclater. Peut-être qu'il y a quelque chose de l'intimité des uns des autres qu'on va découvrir, qu'on n'avait pas découvert avant parce qu'on avait plus notre univers individuel. Et peut-être que là, il va y avoir de la souffrance. Je m'attends à ça. Mais il va y avoir aussi des grandes découvertes. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de la thématique des désirs, des besoins puis des envies.
Quand on se met à explorer notre désir d'accomplissement ou le thème de l'accomplissement, c'est un peu mélanger tout ça dans notre tête, les désirs, les besoins, les envies, ce qui nous appartient, ce que les autres nous ont imposé. La différence entre ça, là, le désir, le besoin, l'envie, dans une perspective de réalisation de projet puis d'accomplissement, en pensant qu'un jour on va mourir, effectivement, qu'il y a une finitude. Fait qu'on aimerait ça, entre la naissance et la mort, avoir accompli quelque chose qui a une valeur à nos yeux. Oui. Bien, la différence entre ce qui nous est imposé par d'autres et ce qui nous vient de nous-mêmes, il y a une différence qui me vient en tête qui est importante, c'est la fatigue. Quand on fait quelque chose qui nous est imposé par d'autres, on ressent plus rapidement et plus lourdement la fatigue que quand on fait des choses qu'on a envie de réaliser. C'est la différence justement entre la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque nous nourrit au fur et à mesure qu'on travaille. Évidemment, dans une certaine mesure, même si on aime ce qu'on fait, si on le fait 18 heures par jour, bien, on va s'épuiser quand même. Mais ce qui est vraiment imposé par d'autres, et souvent, c'est inconscient. Dans ma pratique, par exemple, j'ai vu des gens qui pratiquaient des professions libérales, médecins, avocats, qui étaient le rêve de leurs parents, qui ont réalisé le rêve de leurs parents. Et Dieu sait si au Québec, ça, c'est arrivé assez souvent parce qu'il y a eu une génération spontanée, à toute fin pratique, de gens qui ont eu accès aux études, hein, qui sont nés de personnes qui n'avaient pas eu accès aux études et donc qui ont senti qu'il devait réaliser, c'est inconscient dans la plupart des cas, c'est le petit gars qui joue au hockey parce que son père a rêvé de jouer au hockey, là, puis que lui n'a pas le goût de jouer au hockey. Bon, c'est la personne qui devient... Tu sais, c'est rare, puis ça a beaucoup à voir dans les populations immigrantes, il y a ça aussi. Les parents ont pris la peine d'immigrer, ils ne veulent pas immigrer puis que leur fils fasse du théâtre, là. Parce qu'ils se disent, ben non, là, c'est pas assez sécuritaire en termes de gagner sa vie. Donc, dans nos motivations, il faut toujours se poser la question, bien sûr, il y a des choses qui viennent des autres, mais est-ce qu'il y en a suffisamment qui viennent de nous? Et ce qui vient de nous, c'est ce qui nous fait plaisir. Faire un travail qu'on aime, quand on aime ce qu'on fait, on peut pas mal être certain que la motivation vient de nous. Dans ce qu'on fait qu'on aime, il y a une partie qu'on aime moins. Moi, quand j'ai été présidente d'un ordre professionnel, j'adorais là, tout ce qui était de voir comment faire le lien entre les besoins du public puis la profession, puis tout ça, j'adorais ça. Mais tout ça, là, ça passe par un paquet de règlements qu'il faut lire, faire adopter, puis tout ça. Ça, c'était moins ma tasse de thé. Mais il n'y aura jamais non plus, il n'y aura jamais un travail qui ne comporte que les choses qu'on aime. Mais il faut au moins que les choses qu'on n'aime pas soient au service du projet global qui est celui qu'on veut réaliser par notre travail. Comment on fait dans un contexte comme celui qui est le nôtre actuellement parce que ces fondements-là de la motivation, peut-être qu'on les perd un petit peu parce que là, le travail est modifié et tout. Est-ce que vous auriez un conseil à nous donner pour garder en tête l'objectif qui nous motive? Mm-hmm. Absolument. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très concret à faire quand on planifie notre journée ou notre semaine, de prendre conscience que ça, on le fait parce qu'il faut le faire, là. Puis, il y a des gens qui aiment mieux commencer par faire ce qu'ils n'aiment pas, puis il y en a d'autres qui aiment mieux finir par ça, mais il faut se garder un moment où, à l'intérieur de ce qu'on a à faire actuellement, qu'il y ait une partie agréable. Peut-être une partie agréable, par exemple, si on aimait ça, dîner avec nos collègues ou partager, faire une réunion d'équipe, on ne pourra pas le faire de la même façon, mais au moins se garder un contact à ce moment-là, dire, moi, je réalise que je suis une personne d'équipe, j'ai besoin de l'équipe, puis m'assurer d'avoir une réunion d'équipe de temps en temps, même si je pourrais peut-être m'en passer compte tenu de la redéfinition de mon travail actuellement. Et
lire aussi, je dirais, il faut se nourrir. On ne peut pas juste donner. Je vous recommandais d'écrire tout à l'heure, mais il faut aussi lire. Puis ça, il y a tellement de belles choses qui sont écrites. Il y a tellement, dans tous les domaines, on peut arriver à trouver. Puis souvent, moi, les gens vont me dire, vous n'auriez pas un livre à me recommander? Et je leur réponds à ça, j'ai une réponse bien plate. Parce que je n'ai pas ça, un livre à recommander. Mais je vous recommande d'aller voir ce qui s'écrit, et vous allez sentir à un moment donné que vous êtes rejointe par tel auteur, par tel titre, par tel thème. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on doit lire même si on ne finit pas ce qu'on a commencé à lire. Je pensais que ça m'intéressait, si ça ne m'intéresse pas, je le laisse de côté. Il y a assez de choses à lire dans le monde, je ne perds pas mon temps à être juste disciplinée. Pour se sentir partie d'une communauté, même si actuellement, on est pas mal isolé. Il y a Claudia Pérez-Lévesque. On peut peut-être prendre une dernière question, qui est une question pour vous. Claudia, je vais activer votre micro si vous voulez la poser. Oui. Allô? Est-ce que... Oui, bonjour. Oui. Oui. Donc, voici ma question. Ma situation est pas facile, mais je me considère malgré tout privilégiée dans la grande majorité des personnes très privilégiées dans cette crise. Puis, je dirais que ce privilège-là, ça m'habite, puis je ressens beaucoup de culpabilité d'être privilégiée, puis en fait, j'arrive pas à ignorer l'injustice sociale comme je suis capable d'habitude, des fois, d'en faire fi dans ma routine, etc. Puis ma question est la suivante, en fait, c'est comment on fait pour accepter ce privilège-là? Bien, il faut se poser la question, ce privilège-là, qu'est-ce que je peux en faire pour être utile? Ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas en faire grand-chose en ce moment. Ou du moins notre champ d'action est assez limité. Ouais. Bien, on peut faire, on peut se préparer à faire quelque chose. On peut dire, bien, de cette expérience-là, je réfléchis, je ne sais pas moi, un projet que je pourrais mettre sur pied, ou on veut, tu sais, financièrement, on peut contribuer, même actuellement, à aider d'autres par toutes sortes de moyens. On ne peut pas actuellement, moi, une des choses que je trouve qui est difficile, c'est par exemple, on ne peut pas aider un membre de notre famille qui aurait besoin d'un coup de main pour garder les enfants. Il y a des choses qu'on ne peut absolument pas faire. Mais on pourrait, par exemple, pour prendre cet exemple-là, communiquer avec ces personnes-là, leur dire qu'on se considère privilégié, leur dire que si on pouvait, on ferait quelque chose pour eux autres, puis qu'on a l'intention de le faire dès que ce sera possible. Et je trouve que c'est une belle réflexion que vous avez, et ce qui me viendra en tête, c'est comment je peux prendre appui sur cette richesse-là qui est ma conscience sociale, parce que c'est vraiment une belle conscience sociale que vous avez, puis comment je pourrais contribuer quand je pourrais et de quelle manière, et qu'est-ce qui pourrait être à la fois en accord avec moi et en accord avec les besoins là, qui sont là. Mais ça, c'est toujours, vous savez, moi, je trouve ça aussi, des fois, on a un sentiment d'impuissance parce que, je ne sais pas, on regarde les nouvelles, puis on voit la guerre, on voit la famine, puis on se dit, mon Dieu, que je suis impuissante à faire quelque chose pour ça. Mais on peut revenir puis dire, quel est le pouvoir que j'ai sur le bien-être des autres, de ceux qui sont autour de moi, de ceux avec qui j'ai des relations, avec qui je suis en contact, et à partir des moyens qui sont les miens. Donc, sortir de la zone d'impuissance, prendre son pouvoir pour aller dans la direction de ce qu'on veut, je pense que ça devrait remplacer la culpabilité. Vous savez, le traitement de la culpabilité, ce n'est pas l'insouciance. Le traitement de la culpabilité, c'est la responsabilité. C'est se poser la question, où est ma responsabilité et quelle est la responsabilité que je peux prendre? Et de passer à l'action dans le sens de notre responsabilité, ça va soulager la culpabilité davantage que de juste avoir des idées noires par rapport à ça. Davantage que la passivité, en tout cas. C'est bon, merci pour votre réponse et pour l'atelier au complet. Merci. Donc, Diane, je te laisserai peut-être, je ne sais pas si tu as une dernière question, un mot de la fin
avec Rosemary? Oui. Rosemary, comment on fait pour que ce soit une expérience positive? C'est ça ma question finale. Comment on fait pour ce qu'on vit maintenant, qui nous est imposé, puisse se transformer en une expérience positive? Est-ce que c'est possible ou est-ce que vous avez un conseil à nous donner? Ben, c'est sûr qu'il ne faut pas rêver. Ce n'est pas qu'une expérience positive. On va avoir été ébranlé par cette crise-là. Il y aura des blessures. Il y en a qui vont guérir. Il y en a qui vont guérir plus difficilement. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce que j'apprends à travers cette crise-là? Qu'est-ce que j'apprends sur moi? Qu'est-ce que j'apprends sur la société? Et quels sont les gestes, quand est-ce que je vais passer à l'action et de quelle manière je vais passer à l'action? Ça, je pense que c'est toujours positif d'avoir une réflexion qui mène à une action. Ça peut être positif. Mais moi, je vois, puis moi, je vais être très vigilante après ça parce qu'on dit ça va transformer, notamment ça va transformer le travail. Hein? On dit on va recommander plus de télétravail. Bien, moi, là, je vais m'inquiéter de ça parce que si on ne veut plus payer de pieds carrés de bureau, puis qu'on va laisser tout le monde tout seul chez eux, je ne pense pas qu'on va contribuer comme ça à un filet social qui est important d'avoir. Donc, peut-être qu'on va transformer nos façons de travailler, mais il ne faudra pas perdre de vue que ce qu'on a fait, parce qu'on était forcé de le faire, qui va nous avoir apporté des nouvelles expériences, ne devrait pas non plus créer une révolution et nous faire perdre de vue ce qui était bienfaisant pour nous tous dans nos anciennes façons de faire. Merci, Rosemary. Véronique, je pense que c'est l'heure de laisser les gens aller commencer à penser à ce qu'ils vont manger pour souper. Oui. Je nous ramène après ces réflexions. Probablement que j'en ai besoin parce que je suis descendue trop profond, alors j'ai besoin de remonter. Donc, c'est ça. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été là. Et demain, on en a un troisième. On poursuit la réflexion sur le sens économique du travail, notre relation économique au travail avec Éric Pinault de l'UQAM. Ça va conclure notre cycle de 3. Véronique, as-tu quelque chose à ajouter de la part de nouveaux projets? Bien, écoutez, on est vraiment, merci à Rosemary et à Diane d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous avez plein de beaux merci là, dans le conversé. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié la discussion. Rosemary parlait de choses à lire tantôt. Bien, vous avez un tout nouveau numéro de nouveaux projets à lire. Puis vous pouvez retourner dans nos essais. Et sinon, bien, on vous attend demain, même heure, 16h30 avec Éric. Absolument. Bonne soirée tout le monde. Merci encore, Rosemary. Merci d'avoir été là, ça m'a fait plaisir. Au revoir, Rosemary. Au revoir, Véro. Bye.